Bonjour et bienvenue dans The Roti Show, le podcast qui met en valeur les personnes et les entrepreneurs qui transforment le web. Aujourd'hui, on va recevoir Gérald Faure qui va nous raconter, nous expliquer son parcours et ses secrets. Bonjour Gérald, Salut Mehdi, merci je beaucoup de suis me ravi de recevoir. te recevoir. Pareillement, c'est trop bien. Alors, première question, C'est parti pour le rôti chaud du coup. merci. Première question pour toi, quel type de café es-tu? Est-ce que tu préfères l'espresso, café filtre? Double Ah expresso ouais? sans sucre. Ah ouais, de ouf. Et la couleur du café, la couleur du double expresso, c'est exactement ma couleur préférée. Là, j'ai changé ma couleur de setup. Tu vois, j'ai mis bleu pour Hmm, coller à ta DA. Mais sur mon podcast, normalement, c'est un peu doré, tu sais, et c'est ma couleur préférée. Super. Alors pour donner le contexte, on s'est rencontré avec Gérald, il y a quelques mois dans le contexte du mastermind et j'ai tout de suite accroché avec le concept, avec toi aussi Gérald. On s'est matché sur beaucoup de sujets, très geek, très entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous présenter, nous dire ce que tu as fait, ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Du coup, moi, je suis développeur web de formation, donc j'ai codé plein de trucs en PHP procédural à l'époque. Donc, j'ai 35 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat en même temps que l'école d'ingé. Donc, je faisais des sites web, etc. J'ai monté une agence web et je me suis retrouvé très rapidement à faire du e-commerce pour mon propre compte. J'ai développé une solution qui s'appelait Spicy Checkout, qui était un checkout qui remplaçait le checkout de Shopify et qui permettait en fait de générer des abonnements pour des e-commerçants. Ça a été mon premier gros business entre guillemets. OK. Ça a tourné pendant 2 ans et demi, ça a super bien marché et ensuite j'ai, comme beaucoup, dans l'industrie digitale, j'ai voulu raconter ce que je faisais. Donc j'ai développé un podcast qui s'appelle Les Gros Mots et de fil en aiguille, ce podcast, m'a fait rencontrer plein de personnes que j'ai accompagnées en mode consultant et cetera. J'ai développé un incubateur où j'ai formé plus de 10 000 personnes en 2 ans et demi et donc ça, c'était ma deuxième vie entrepreneuriale. Donc organisme de formation, autour de la création d'entreprise et aujourd'hui, je dirige et j'anime le Mastermind Entreprendre qui regroupe, des personnes qui font de la tech, des personnes qui font de l'agence et des personnes qui font de la formation puisqu'en fait, c'est mes 3 carrières et je les accompagne, ces entrepreneurs du digital à trouver plus de clients sur internet et on s'est rencontrés à travers, ton intervention puisque tu étais venu faire une conférence dans une de mes, rencontres et ben, tu es pas juste venu faire ta conférence, tu es venu pour faire la conférence mais également, après coup, tu as rejoint le mastermind et je suis ravi de te compter parmi les membres. À tout ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, entendre et surtout, la valeur que tous les membres du mastermind partagent, comme tu le dis, c'est Sharp et c'est Gang. Et c'est hyper délicat, tu sais, de le format du mastermind, si on ne connaît pas, c'est un mélange entre du Mmh. consulting, donc c'est très descendant, mais c'est également tournant puisque tous les membres amènent des compétences. Et ça, quand on l'a pas vécu, quand on n'est pas solution aware comme, comme on dirait dans les échelles de conscience, c'est très compliqué de le comprendre. Et donc en fait, bah, toi tu l'as vécu, mais je pense que tu devais pas avoir le même, tu devais avoir un a priori qui était pas, tu devais avoir une idée préconçue d'un mastermind et je pense que comme beaucoup, quand tu le vis, ça te permet de le comprendre. C'est très délicat à marketer un mastermind. Alors, c'est vrai que, si tu veux, émotionnellement parlant, quand je quand j'étais au mastermind et que j'ai fait mon intervention et que, bah, du coup, ça s'est fini et je suis resté, ben, j'ai eu un tel partage, une telle, émotion forte, tu vois? Où je me suis, pour une fois, senti compris dans le monde de l'entrepreneuriat, à redescendre sur terre, tu vois? De ce moment-là. En fait, le but d'un mastermind, c'est de créer un contexte pour que les Mmh, gens puissent échanger, se débloquer des choses. Si on va dans un mastermind en espérant trouver le truc, tu sais, la pépite, le secret et cetera, en espérant en fait que ça vienne des autres, c'est mort, on n'y va pas pour la bonne raison. En fait, c'est des conversations autour d'un café le matin, d'un apéro le soir ou au détour d'une conférence où en fait on a des shifts de mindset. C'est pour se développer, il faut en effet accumuler des compétences et je oui. crée du contenu moi aussi et tout et on partage ce que l'on fait. Mais c'est surtout aussi beaucoup de lâcher prise et le mastermind, ça c'est 50-50. Créer des trucs et lâcher, prise sur d'autres. Ouais, c'est vrai. Et ce qui m'avait aussi impressionné, c'était le côté non tabou, tu vois? Il y avait, aucun tabou à dire: «Moi, je fais tant, j'investis tant, voilà mes secrets, voilà ce que tu devrais ou tu peux tester» et ça, c'était fort. De toute façon, si on vient sans vulnérabilité dans un mastermind, Ouais. on ça fonctionne pas. Il faut, accepter de donner ces moments de vulnérabilité et d'ailleurs, il y a même une anecdote où, il y a un des clients que tu as signé toi dans le mastermind.
Mmh. En fait, ça a été à l'issue de un de tes hot sites où tu étais venu pour justement trouver des solutions dans ton business, Ouais. structuration de l'offre et cetera, et il y avait juste quelqu'un qui était là parce que lui aussi, il voulait challenger son business et il a dit: «Attends, mais moi je suis pas venu pour ça, mais en gros, j'ai trop envie de taffer avec toi», et tu as bossé avec pendant plusieurs mois et tout, donc tu es venu pour parler de tes problèmes et au final, tu as closé un client, donc je trouve ça Ouais, ouais, c'est ça vrai. montre bien la démarche. C'est vrai que enfin et ça s'est même fait en direct avec toi et ça apporte énormément de valeur et comme tout le monde est aligné sur le business, toi tu es là pour aider sur ça un certain levier, lui il est là pour trouver des solutions et du coup, ça match, beaucoup plus rapidement et le taux de conversion derrière il est, c'est du 1 sur 1 quoi. C'est de l'humain, de le H to H quoi, human to human, exactement. Exactement. J'ai une question pour toi Gérald, ça m'a toujours fasciné, comment tu es passé, d'un développeur à un businessman. À la vie tu vois? Comment tu es passé d'un if else en gros à le côté, le loup de Wall Street? Ça a été, alors il y a les histoires qu'on va raconter en podcast et puis il y a la manière dont c'est réellement passé. Je vais essayer d'être le plus sincère possible. On a tendance le concept de vérité, alors là, je rentre dans mes trucs un peu perchés, mais c'est un concept dans lequel je ne crois pas. Donc forcément, je réinvente un petit peu l'histoire en toute transparence, bien évidemment. Il y a un peu un auto-téléphone arabe, tu vois? Il y a ce qui s'est passé, ce que j'ai compris, ce que j'ai perçu, ce que j'ai enfoui et ce que j'amplifie, bien évidemment, donc en toute transparence. Déjà, je me suis retrouvé à faire, de la prestation de service parce que c'était facile. Moi, je suis né en 90, j'ai eu mon bac comme tout le monde aux alentours des 17 ans. Je suis rentré en école d'ingé. À 19 ans, je me suis mis à mon compte. Il y avait pas trop de sites web, je me suis retrouvé à faire des sites web donc voilà. Donc ça, je l'ai fait un peu parce que c'était une tendance et que, voilà et que il y avait vraiment il y a vraiment un momentum. Ensuite, je me suis retrouvé avec un site de e-commerce sur les mains. Je dis sur les mains parce qu'en fait, on me l'a commandé, mais on me l'a jamais payé. Donc je me suis retrouvé avec un truc qui rankait premier dans Google en référencement naturel sur une requête très, 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 très intentionniste et du coup, je me suis retrouvé avec ce site-là qui avait du trafic. Il y avait juste à connecter un PayPal à l'époque pour, encaisser et comme le mec ne m'a jamais payé, j'ai jamais plus de nouvelles, bah, je me suis retrouvé à garder le site pour moi et c'était mon premier business. Ce qui m'a permis petit à petit de sortir de la prestation de service. Je faisais ça en parallèle d'une carrière dans le rugby, parce que j'étais en espoir dans un club pro et donc en fait, j'ai fait ça un peu comme ça. Il y avait pas de préméditation, il y avait pas de, tu sais, la vision, tout le monde te vend la grande vision dans les bouquins, j'avais pas ça et Oui, après coup, je me suis retrouvé à devoir, ben, trouver, ce que j'ai envie de faire dans la vie et j'avais toujours pas eu d'idée parce que au final, l'idée de business qui me faisait vivre, bah, en fait, c'est pas moi qui l'avais eue. Moi, j'avais juste exécuté. Donc en fait, j'avais toujours surfé des vagues. OK. Et ça, j'ai un peu complexé, tu vois? Déjà de pas avoir le plan, la grande vision et cetera. Mmh. Et je me suis retrouvé dans un mastermind justement pour traiter ce sujet-là, pour traiter ces enjeux de vision et j'ai compris en fait que c'est un peu comme avec, c'était un peu comme je sais pas si tu as déjà eu une ex avant ton mariage, mais tu vois, il y a certaines de tes ex, tu sais que tu devrais pas les revoir. Tu sais que tu dois tendre vers une autre vie sentimentale, mais tu as toujours tendance à revenir voir ton ex. Bah, avec mon business, c'était toujours pareil. J'étais toujours en train de chercher des coups, des opportunismes, et cetera. OK. Mais il fallait que j'accepte d'arrêter ces trucs-là pour pouvoir, réfléchir vraiment à ma vision. Parce qu'en fait, c'est ultra confortable de trouver une opportunité de business, de gagner un peu d'oseille et du coup de pas se poser les vraies questions. C'est ultra, ultra confortable. Mais quand tu vas chercher tes gamins, au portail de l'école et qu'on te dit: «Ah, tu fais quoi dans la vie?» Tu vois, un des darons, tu dis: «Ouais, putain, je vends des trucs inutiles sur internet». C'est pas hyper glorieux, tu vois? Et donc je me suis vraiment posé et j'ai accepté de couper un business qui faisait 6,4 millions de chiffre d'affaires pour justement ne pas me laisser le choix de réfléchir à vraiment ce que je voulais faire. OK. Et donc voilà, donc ça s'est fait de manière empirique. Il y a eu un énorme enjeu à comprendre ce que je voulais faire. Ce qui est bien, c'est que quand j'ai mis le doigt sur ce que je voulais faire, c'était à travers un exercice qui s'appelle la vision vivide. C'est un truc qui retourne un peu le concept de vision. Où la OK. vision dit: «OK, Mehdi, Gérald, dans 30 ans, vous ferez quoi?» Et nous, on est là: «Mais attends, mais justement, il y a des if, il y a des else, tu vois? En fait, demain, je traverse la route, on m'écrase, j'ai plus mes jambes, forcément ma vie va être différente. Ou alors je gagne au loto, ma vie va être différente. J'ai un troisième enfant ou j'en ai un, qui est malade ou je sais pas q bah, évidemment ma vie va être» donc c'est différent. C'est quasiment impossible de se projeter à 30 ans. Moi, j'avais Ouais. du mal, tu sais, hyper rationaliste et cetera, beaucoup de mal avec ça. Et en fait, la vision vivide, c'est le contraire. C'est on dit: «OK, il s'est passé plein de trucs dans ta vie. Il y a un truc, c'est que tu meurs demain.
Fais un bilan de ce qui s'est passé dans ta vie. Et donc c'est pas projette-toi, mais c'est plutôt fais la rétrospective. Tu le vois d'une OK. manière relative, mais par rapport au jour de ton décès et sur plusieurs points. La santé, ton entourage, l'argent, ta spiritualité et ton cerveau. En gros, ce que tu sais. Mmh. Et ça m'a aidé de ouf et je l'ai fait dans un mastermind, je l'ai fait chez Romain Collignon dans le M67 à l'époque et ça OK. m'a aidé et une fois que j'ai compris ça, j'ai perdu 25 kilogrammes. Heu, je suis revenu à l'église. J'ai une éducation catholique que j'avais abandonnée quand j'ai eu quand mes parents ont arrêté de m'imposer, ma pratique religieuse, ben, forcément j'ai laissé tomber, c'est pas hyper sexy, Mmh. papier d'être catho. Mais en fait, j'y suis revenu quand j'ai eu le choix d'y revenir. J'ai changé de typologie de business et j'ai changé plein de choses. Parce que je voyais en fait que je voulais aller là, enfin je voulais vivre des trucs qui allaient là et j'étais dans cette direction-là. Donc forcément, forcément voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Ça a été sur se poser sur réellement la vision. Désolé pour OK. cette longue réponse. Non, c'est très bien et ça me permet de te poser la question suivante. J'ai quand même l'impression d'avoir en face de moi la vision américaine du business. Est-ce que tu as des inspirations qui qui t'ont poussé vers ça ou est-ce que c'est vraiment ton état d'esprit que tu as construit justement? Je sais pas, je pense que je suis enthousiaste parce que je kiffe et il y a un peu ce côté-là, les ricains, c'est des gros kiffeurs, tu vois? Mmh. Des gros kiffeurs, très promoteurs, tu vois Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce Ouais. mec-là met de l'énergie, tu vois? Il polarise, il met de l'énergie. Pareil pour Obama. Obama, il Mmh. met de l'énergie quand il parle. Donc je pense qu'il y a ça et en fait, en ce moment, je suis en train de kiffer. Tu sais, il y a le concept de l'ikigai, le concept japonais de Oui. l'équipe de vie et j'ai vraiment l'impression d'être dedans parce que je vois que je suis utile, je vois que je gagne de l'argent, je vois que je prends du plaisir et donc en fait, j'ai vraiment l'impression d'être dans mon ikigai donc je pense que c'est pour ça que je mets de l'enthousiasme. Après j'adorerais aujourd'hui reavoir l j'ai 35 balais, j'adorerais reavoir la hargne que j'avais quand j'avais 20 ans. Ça, j'adorerais. OK. Est-ce que tu avais Mais encore plus donc tu vois, de quand tu me dis ça, j'ai pas l'impression moi d'être, ouais. ultra pushy, mais je suis ultra heureux donc je pense que c'est pour ça que je mets de l'enthousiasme quand je communique. Mais, est-ce que tu penses réellement que tu aurais eu les mêmes envies qu'à 20 ans? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on va dire qu'à notre âge, on comprend plusieurs choses, à la fois famille, à la fois réseau, perso, héritage, valeurs, voire même, enfin, religion, tu vois? Est-ce qu'à 20 ans, j'ai l'impression qu'on est encore dans l'insouciance de tout ça, on paye pas ses factures à 20 ans. Pour moi, on est des plats de lasagne. On est un empilement, en fait, de trucs, tu vois? Et en effet, si le plat de lasagne, tu oublies la viande ou tu oublies les pâtes, alors j'y connais rien, je sais même pas faire bouillir de l'eau, hein, désolé pour les cuisiniers qui nous écoutent. Mais j'imagine qu'en gros, ton plat de lasagne, ça va pas être le même, donc ça, c'est sûr. Après, il paraît, ça je l'ai lu, qu'il y a 3 grandes étapes: liberté, revenu et impact. Et pour le coup, je pense vraiment que je l'ai fait dans le bon ordre. Moi, la liberté, ça a été de m'émanciper de ce que mes parents, qui étaient des parents très, très aimants et tout, j'ai pas connu de galère avec des darons comme, certains peuvent avoir et cetera. Moi, j'ai une vie plutôt simple. Mais j'ai des parents qui me couvaient beaucoup. Mon père, il voulait que je fasse du rugby à haut niveau. Ma mère, elle voulait que mon père avait joué au rugby à haut niveau. Ma mère est proviseure d'un lycée et elle voulait que je fasse des études. Du coup, je me suis retrouvé dans un club pro de rugby alors que j'aimais pas le rugby. Ouais. J'aimais le rugby, mais tu as compris, c'était pas ma passion et je me suis retrouvé dans une école d'ingé alors que j'avais pas envie d'aller à l'école. Donc forcément, déjà, mon premier truc, c'était de m'émanciper de ce truc-là. Me mettre à mon compte, donc ça, c'était mon premier truc de liberté. Ensuite, le revenu, ça a été des muses, des business d'opportunisme et à l'époque, j'avais honte d'être un opportuniste. Parce que justement, on disait la grande vision, le grand machin, mais j'avais honte, en fait, de gagner de l'argent sans avoir de sens et donc ça, une fois que je me suis libéré de ça, c'était cool et l'impact, je crois qu'aujourd'hui, depuis 2-3 ans que je fais le mastermind, je crois que je suis dans ma phase impact. Donc en fait, c'est les phases normales du truc. Donc à 20 ans, ça aurait été impossible de commencer par l'impact parce qu'en fait, j'aurais pas eu de liberté, pas eu de revenus. C'était absolument pas possible. Et pour toi, l'impact digital, comment est-ce que tu penses contribuer, tu vois, à faire transformer, évoluer, le web? En gros, le truc que j'ai détesté, c'était de faire, des projets qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient que du OK. sens parce qu'ils généraient du revenu. J'ai détesté ça. Mais par contre, ça a forcément apporté, des trucs cool. Par exemple, le détachement que j'avais sur les trucs que je menais. Ce qui fait qu'en fait, on arrivait à faire des trucs en marketing. Je pense à Johan, à Baptiste que tu connais, il y a Maxence aussi avec qui j'ai bossé là-dessus, Gabriel, des gens que tu connais du mastermind, avec qui je collabore depuis des années. En fait, on en avait tellement rien à foutre de ce qu'on faisait parce que
ça n'avait que pour but de créer du revenu, qu'on se Ouais, concentrait que sur la performance. Et donc ça, OK, ça a été un asset hyper intéressant. Aussi, on vendait des trucs qui étaient pas chers en e-commerce, donc du coup, on était habitué à acheter de la pub au centime près. OK. Donc ça a été des skills. Aujourd'hui, quand je regarde le marché de l'infoprenariat ou le marché de la prestation de services, ce qui tue les entrepreneurs, c'est le manque de détachement qu'ils ont avec leur propre business. Donc, syndrome de l'expert, manque d'empathie d'un point de vue marketing, pareil, des difficultés à vendre, des difficultés à communiquer, et cetera, et cetera. Et en fait, vu que nous, on a été habitués à bosser sur des sujets où on n'avait aucun affect, on a un détachement en fait qui nous permet d'être extrêmement pertinent quand on amène de la perspective à ces entrepreneurs-là. Donc, je pense que c'est ça que j'apporte. Le, le je m'en foutisme du Ouais. sujet. Et puis, ça va très bien avec ce que tu disais sur la liberté par laquelle tu es passé. C'est comme, passer ton permis, les revenus, donc vendre, des produits e-commerce au centime près en termes d'investissement et tout, c'est, bah, du coup la partie, revenus où tu as eu ta première voiture et là l'impact c'est, je veux faire ça parce que, j'ai envie d'aider ou parce que j'ai envie de contribuer à faire telle ou telle action. Exactement. Et quel est, on va dire, le secret, tu vois, qui te permet de te lever le matin, d'avoir cette énergie et d'aller tout défoncer chaque matin? Alors, j'ai pas envie de défoncer tous les matins. Il y a des matins, je me lève, j'ai envie de me recoucher, quoi. Je sais juste que j'ai mes gosses à amener à l'école et que, j'ai mon coach de boxe qui m'attend, donc aussi c'est ça qui me motive. Mmh. Ou alors j'ai l'office hour du mercredi matin qui démarre à 9 heures, donc je dois me lever. Non, j'ai comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas. Après, je sais ce que je recherche en ce moment. Les fois où j'ai été le plus triste, «triste» entre guillemets, où j'étais pas satisfait, où j'étais dans la frustration, c'est des moments où je savais pas ce que je voulais atteindre. Là, je connais mes objectifs. Pour moi, j'ai une petite frustration, comme je disais tout à l'heure, je les trouve pas assez ambitieux en ce moment. En ce moment, je me complais un petit peu dans une situation qui est confortable. Ouais. Aller plus loin, mais ça vient pas, donc je me force pas. Et en fait, juste en ce moment, je sais dans quelle phase je suis. À l'époque, je savais que j'avais besoin de me créer du revenu. Je savais que la maison où j'enregistre aujourd'hui, j'avais besoin de l'acheter. Je savais que j'avais, besoin de faire ceci ou cela. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je run mon truc et je pense que c'est ça qui me maintient. J'ai pas besoin d'être motivé. En fait, c'est juste évident. OK, et du coup, maintenant, si on parle de futur, évidemment, on est obligé de parler d'IA aujourd'hui. Est-ce que toi, tu anticipes ce virage-là? Comment est-ce que tu vois ta projection, tu vois, future? En fait, dans dans les conseils que j'apporte et la manière dont j'aime aborder le business, les sujets de marketing, les sujets de vente essentiellement, c'est à travers un retour aux basiques. Donc c'est vraiment, pourquoi on fait les choses, Mmh. quels sont nos enjeux dans la phase dans laquelle on est, heu, et cetera. L'IA, ce qui est trop bien avec l'IA, c'est que ça nous permet de produire, une fois qu'on a une stratégie qui est clairement définie, ça nous permet de produire le livrable. Donc on se concentre plus sur le livrable, Oui. on se concentre sur le plan. C'est comme si on avait un maçon robotique. Mais par contre, l'architecte, on peut pas le robotiser. Donc on revient à notre phase d'architecte. Et donc en fait, ça nourrit ma thèse qui est que si on se concentre que sur les basiques et qu'on a des bons basiques, peu importe comment on va écrire en copywriting le truc, peu importe comment on va gérer notre campagne de publicité, peu importe comment on va gérer nos créatives, peu importe comment on va faire notre création de contenu, si ça a du sens stratégiquement, si le fond a du sens, la forme, on s'en fout. On s'en fout. Du moins, c'est moins important. Et donc l'IA, ça me permet de faire ça. Mmh. Quand je pose bien mon plan avec l'IA, je dis: «OK, maintenant, par rapport à ce que je veux faire, les enjeux que j'ai en ce moment, la phase dans laquelle je suis, en reprenant les ouvrages de Cialdini, Russell Brunson, hem, Alex Hormozy parce qu'il est à la mode et cetera, recrute-les comme des consultants qui vont écrire mon webinaire, qui vont écrire ma VSL et cetera, et cetera». Mais ça, c'est pas possible si j'ai pas des bons fondamentaux. Oui. Tu vois, pour avoir testé, de l'IA sur de la génération de code, j'avais fait, je sais plus, il y a quelques mois, un espèce de générateur de bio Instagram et tout. Hem, c'est vrai que, du coup, là, je te parle en tant que développeur. Si tu as pas ces notions-là de ce que c'est qu'une base de données, comment est-ce qu'on connecte, un code à une base de données qui a besoin de variables, qui a besoin de connaître, un timestamp et cetera, bah, tu auras beau essayer de prompter ton IA, il va potentiellement te générer un truc, mais tu vas changer de navigateur et en fait, comme il y avait pas de base de données, ben, rien n'est sauvegardé, tu vois?
Donc j'ai quand même l'impression que les meilleures personnes qui vont aller maîtriser ces IA-là, ce sont quand même les personnes qui ont pris le temps, et ça c'est super important je pense de le rappeler, et les compétences d'aller, apprendre leur domaine pour mieux exécuter une IA qui va faire le travail. 100 d'accord avec toi. 100 sur tout ce qui est aide à la production, c'est clair, Mmh. que en fait, le côté intelligence est un peu galvaudé dans intelligence artificielle, parce que pour le coup, Oui, l'intelligence, c'est le seul truc qu'on délègue pas à l'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier point et après un truc que j'utilise beaucoup, c'est l'analyse de la data. Parce que il faut avoir un plan en oui. input pour produire le truc, mais cette production-là va amener de la performance et il faut analyser la data et donc les arbitrages, c'est là où on réutilise donc en input, en output, on utilise l'IA, voilà, pour générer ou pour analyser. C'est comme ça que je vois le truc. Il y a un truc qui m'a impressionné et d'ailleurs ça date, d'hier ou d'avant-hier, c'est qu'à la fin d'une réunion qu'on avait eue ensemble, comme tu avais ton recorder, IA, eh bien tu nous as montré que tu utilisais un prompt pour aller, récupérer plusieurs infos d'une réunion, type, les punchlines, les croyances limitantes, il y avait quoi aussi? Il y avait les questions, Conseils, ouais, les les questions conseils? et les conseils, ouais, exactement, pour nourrir ma ligne éditoriale, ouais. OK. Du coup, ouais, tu conçois vraiment la partie IA comme un cerveau, un second cerveau à Gérald, tu vois, qui va venir nourrir un peu cette machine derrière pour aller, optimiser et se rendre meilleur à chaque fois. Mais ça, tu vois, cette partie-là, je la considère un peu comme de la data. C'est-à-dire, en effet, j'utilise Lixi, donc qui est un prise de notes IA, qui se met en automatique dans mon agenda, que ça soit aussi bien des calls avec l'équipe, que des calls avec les clients, que des calls avec des prospects. Je Ça enregistre tout, je reçois un email récap, je clique et j'ai un petit prompt qui me dit: «Va extraire la data» et ça, je le mets dans mon Notion et ça nourrit une base de données de contenu et ce qui fait qu'une fois par mois, quand je dois tourner tous mes réels, au lieu d'aller inventer des trucs, je vais les piocher, dans la data qui a été extraite par l'IA. Là aussi, c'est pas de l'intelligence qu'on lui demande, c'est Oui. juste de l'analyse. Je pourrais demander ça à n'importe quel assistant, de n'importe quelle qualification, de n'importe quel pays du monde, et de n'importe quel, voilà, enfin de n'importe quel niveau. Là, c'est ça que je demande. Et quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui se cherche encore, tu vois, heu, dans les technologies du web, tu vois? Est-ce que tu vas plutôt lui conseiller d'être dans du technique, dans directement de l'IA? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, tu vois? Alors, c'est très compliqué d'apporter un conseil comme ça sur étagère parce qu'en fait, Mmh. tout dépend de ce que la personne, veut accomplir, tout dépend de la phase de vie dans laquelle elle est et tout dépend aussi de ses affinités. Ce qui va être écologique pour moi ne sera pas pour toi, peut-être ou peut-être que ça le sera. En tout cas, pas sur tout. Bon après je sais que bon, on a à peu près le même style de vie avec les enfants, les machins et tout, donc ça va. Mais si on prend par exemple Maxence dont on parlait tout à l'heure, qui est média Mmh. buyer Meta, lui là, il se marie, dans 3 semaines. Il a pas encore d'enfant, il a pas encore sa maison, il hésite à déménager, machin. Lui, il est ultra libre, tu vois? Il est beaucoup plus mobile que nous. On va lui dire éventuellement de pas voilà, il va pas avoir le même style de vie entrepreneurial que toi ou moi, où on est des darons avec des enfants le matin et le soir, une fois qu'on embauche, qu'on débauche, on a les Ouais. enfants, quoi. Donc en fait, ça dépend vraiment de la personne. C'est compliqué d'avoir un conseil sur étagère. Et c'est vrai que, moi, j'en ai parlé hier avec ma femme sur, la légitimité des personnes qui peuvent donner des conseils, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, sur internet. Du coup, on avait pris un exemple de quelqu'un qui parlait de productivité et je sais que tu es un fan de la productivité, Gérald. Sauf que lui, il était pas, bah, justement, ni marié, il n'avait pas d'enfant, il était anciennement docteur et puis il s'est reconverti, tu vois, dans la vie d'un youtubeur et du coup, on trouvait ça un peu trop facile de parler de productivité, quand on n'a pas un peu les défis du quotidien. Exactement. Je suis 100 d'accord et ça, c'est un truc qu'on défend beaucoup avec, Jérémy Coleman qui est membre du mastermind. C'est: Mmh. «Ah ouais, nous on assume, on a un chien, on a un chien, des gosses, une baraque, des machins, des trucs». Bah ouais, c'est on se sent pas forcément représenté par les golden boys de Dubaï et à côté de ça, le Gérald d'il y a 20 ans, il aurait peut-être pas voulu être conseillé par le Gérald d'aujourd'hui, tu vois? Ouais, c'est cette, insouciance qui peut aussi t'emmener à faire des choses, Il y a le message, mais il y a le messager, quoi. C'est vraiment ça et je suis d'accord. Moi, il y a des gens, il y a des gens qui m'inspirent beaucoup par leur style de vie, il y a des gens qui m'inspirent beaucoup par rapport à leur, performance, d'autres par rapport à leur esprit. Ça dépend des sujets, mais je vois très bien ce que tu veux dire, en effet.
Et est-ce que tu vois un mythe à déconstruire dans le domaine de l'entrepreneuriat? Bah, l'idée d'avoir un business parfait, l'idée qu'il y a une seule façon de le faire et que, je vais pouvoir, imaginer tout à l'heure je parlais de l'architecte. L'architecte, c'est pas quelqu'un qui fantasme. L'architecte, c'est quelqu'un qui va mettre en place des plans, l'architecte business et qui va, avec les informations, qu'il va recueillir, itérer et améliorer en continu. Donc l'idée qu'un business sera juste du premier coup et qu'il y a qu'une seule façon pour le réaliser, ça, c'est un énorme fantasme. Moi, je suis adepte de la version zéro. C'est-à-dire que si j'ai une idée maintenant, je sais pas, à travers, ce podcast, on décide de monter un business demain matin. Moi, je pense que le MVP, si on a vraiment le feu, si vraiment on l'a dans les tripes, tu vois, ce projet, on est vendredi et ben, il faut que le MVP soit sorti lundi. Pour Ouais, qu'on puisse, mardi ou mercredi le MVP, donc le prototype, pardon, pour le jargon. oui. Qu'on puisse mardi ou mercredi analyser ce qu'on a fait, voir si ça nous plaît toujours. Paramètres, on parlait d'écologie tout à l'heure, ben, voilà. Voir si c'est écologique pour nous, si on kiffe. Voir s'il y a une début de traction et voir si on a des perspectives pour le faire évoluer. C'est 3 points. Mais ça, on va pas attendre dans un mois. Si on est là Oui. vendredi, lundi c'est lancé, mardi soir ou mercredi matin, on arbitre et on refait et on continue. Voilà. Bah, ça pour moi, c'est le fait de pas avoir alors il faut avoir un plan, il faut avoir une vision, mais toujours challenger avec une réalité et je pense que ça, une fois qu'on est sorti de ce truc-là, on peut tout lancer rapidement. Et ça, c'est une chance parce que c'est aussi grâce à internet qu'on peut et tous les moyens qu'on a aujourd'hui à disposition, tu vois? On est en train de faire ce podcast, je suis à Nancy, tu es probablement à Bordeaux. Ouais, je suis à Saint-Émilion, exactement. C'est assez exceptionnel de se filmer en live et de faire des choses très rapidement. Et tu vois, quand j'interviens en formation et ce que je dis à mes apprenants, mes étudiants, je leur dis: «Vous vous rendez pas compte la chance qu'on a aujourd'hui de 2 points. Si j'ai envie de lancer et de vendre, ce mug-là, là, tout de suite au Japon, eh bien, ça va littéralement me prendre 2 heures de travail de faire, ma landing page, d'acheter un template, de faire une photo et de cliquer en 3 clics, enfin une campagne sur Ads et c'est parti pour le Japon». Exactement et en plus, on parlait tout à l'heure de l'IA, ça nourrit Oui, évidemment encore plus, ça accélère encore plus ce processus-là bien et sûr. du coup, on reboucle un peu avec ce que je te disais au début où le mastermind, c'est en effet empiler des compétences, mais Mmh. c'est surtout lâcher prise sur pas mal de choses. Moi, je suis un mec qui vend du conseil et qui, te dit ça en début de phrase et en fin de phrase te dit: «Dans tous les cas, on s'en fout de ce que on croit vrai ou pas, le but, c'est de tester». Oui. C'est-à-dire qu'en gros, je fais payer des gens très cher pour leur dire: «OK, bah, tu sais ce qu'on va faire? On va tester, on va voir ce que ça donne». Tu vois le truc, ça peut paraître Ouais, hallucinant ouais, bien pour les sûr. gens qui nous écoutent, mais en fait, c'est Ouais. vrai et trop souvent, je vois de la désolé, hein, c'est tarte à la crème, mais de la procrastination et ça nuit vraiment à la performance. Parce que tu vas boucler, dans ta tête s'il y a pas de nouvelles informations. Donc du coup, tu vas Mmh. dissuader ou tu vas te convaincre. Il y a rien de pire. C'est en gros, se dissuader ou convaincre, c'est en gros refuser d'être challengé. Et c'est dommage. Oui. Donc en fait, c'est beaucoup, beaucoup de lâcher prise, c'est je teste. Les cas, internet s'en remettra si on lance un projet pourri, si on fait un podcast qui fonctionne pas ou si on raconte une connerie dans un réel sur Instagram. Internet s'en remettra, je pense. Internet est plus résilient que ça et on va pas avoir une armée de haters, sauf si évidemment on fait des dingueries en mode, 3 Reich, c'est évidemment c'est pas le genre de truc qu'il faut faire, mais il y a pas une armée de haters devant notre porte demain matin qui vont harceler nos gamins à l'école, quoi. Non, ça va bien se passer, internet oubliera, voilà. Tant qu'on monte pas son cul, ou qu'on raconte pas des dingueries, ça ira, je pense. Dans la formation que je propose, tu vois, dans l'optimisation de la conversion, il y a une image que je leur montre au bout d'un moment dans le parcours. Tu sais, bah, c'est le cliché en mode, là, vous êtes sur votre clavier, en train de d'écrire ou de créer quelque chose et en fait, si vous voulez réussir toute chose, que ce soit dans l'entrepreneuriat, sur votre landing page, votre site, votre funnel, c'est de transformer votre clavier en un labo scientifique et que vous êtes le scientifique qui va faire: «Ah bah tiens, je vais prendre la molécule A, je vais tester avec la B» et cetera et c'est là où tu vas obtenir peut-être une magie, peut-être une formule secrète et magique qui va faire que, ça va fonctionner. 100 d'accord. Je suis 100 d'accord et en fait, il y a tellement de paramètres, de Oui, facteurs X qui rentrent en considération. Factor X, ça va être, bah, le marché, ça va être, le le marché de timing, ouais. ouais, le timing, la concurrence, dans quel sens va la trend, la cible, notre message, notre branding, ce que l'on rayonne, ce que l'on renvoie, ce que l'on irradie. C'est-à-dire qu'en fait, on est
Ça reste en effet de l'assemblage, ça ressemble à de l'assemblage biologique comme tu disais, hein, mais avec une grosse, grosse part d'inconnu et il faut l'accepter. Il faut être en lâcher prise. Et dernière question Gérald, qui n'a absolument rien à voir avec, l'entrepreneuriat, le business. Est-ce que tu as une sensibilité particulière sur l'art, la musique, la danse, enfin, que sais-je? Est-ce que tu as un domaine qui te Alors l'art, j'ai un appart à Bordeaux, là je suis dans ma maison où j'ai mes enfants et cetera, mais j'ai un appart pour quand je dois bosser à Bordeaux sur place, OK, par commodité et en fait, c'est un très bel appartement, et il est vide parce que j'adorerais avoir justement de la sensibilité pour l'art graphique et avoir une belle photo, un beau tableau et cetera et mmh, je n'arrive pas à j'adorerais aimer, mais je n'aime pas. Donc OK. c'est une galère. Donc là-dessus, non. Ensuite pour, le l'art, la musique, Mmh. bah, en fait, moi, je mixe de la musique électronique. Mais je peux pas OK, considérer que c'est de l'art parce que je vois ça d'une manière très, très bah, c'est l'algorithmie, hein, la musique ouais, et donc je vois ça pour moi, c'est hypnotique parce que c'est mathématique. Donc 4 mesures de 4 temps, oui, voilà et ça change et il y a un drop, puis il y a un break, puis il y a un autre drop, il y a les montées avant chaque drop et cetera. Donc en fait, c'est très mathématique. Là aussi, c'est pas de l'art. Et après, je suis pas très bon pour écrire. Donc je pourrais pas dire non plus que lire, écrire, c'est un truc qui me passionne. Donc en OK, fait, non, j'ai pas de sensibilité particulière sur ces trucs-là. Mais, comment dire? J'ai un faux mot de ces trucs-là, tu vois? J'ai un faux mot. Pareil, la cuisine, en fait, tu vois, l'art de vivre à ouais, la française, j'adorerais être là-dedans, tu vois? Je prône beaucoup, moi, la ruralité, l'artisanat et cetera, parce que j'adore consommer ça. Mais le produire, c'est pas mon truc. Je suis un client là-dessus, je suis pas un OK. Mais je te sens très proche de quelque chose qui peut potentiellement faire basculer ça. j'ai un FOMO de dingue, j'ai un FOMO de Ouais, dingue. Je sais pas à quoi ça ressemblera, mais j'espère qu'un jour j'aurai un truc comme ça. Après, quand je ah, vois un mec super bien boxé, mmh, ça me fait rêver. Quand je vois, j'ai un pote Renaud là, avec qui je déjeune demain matin d'ailleurs, demain midi, il est trop fort en cuisine, c'est une forme d'art, tu vois? ouais, bien Hem sûr. Voilà, ça me ferait kiffer de le faire. Ma nièce, elle fait du macramé, des tricots. Pareil, je trouve ça trop stylé, mais je serais incapable d'avoir la patience de faire ça. Comprends. Alors, ça me permet de dire que j'ai tourné un podcast avec Florian Zembroun. Je ne sais pas si tu connais. Je connais pas trop. C'est un algorithmique artiste. En gros, c'est un développeur. Donc, tu peux parler le même langage que lui, avec qui j'ai travaillé dans le passé. Et en fait, il a arrêté sa carrière de dev parce qu'en fait, le dev, ça a révélé l'art qui était en lui, qui était caché. Et aujourd'hui, il fait de l'art digital. Donc en fait, il va utiliser le code pour générer une première base, d'œuvres, tu vois? Donc c'est de Des l'art graphique? motifs. C'est de l'art graphique, ouais, et ensuite il va pas s'arrêter là. En fait, il va aller l'imprimer sous les meilleures conditions en fonction du tableau que ça a généré et cetera, et il va finir l'œuvre avec du pinceau détaillé. C'est bluffant. Franchement, quand tu regardes et quand tu vas sur son site, moi je trouve ça magnifique. Il a travaillé avec les plus grandes maisons, notamment à Saint-Émilion et cetera, tu vois? Franchement, je te conseille et je conseille aussi à nos auditeurs d'aller faire un tour. Moi en tout cas, j'ai eu un gros coup de cœur et c'est pour ça que je l'ai invité, parce que, bah, il mélange à la fois le côté digital, le côté abstrait, et je pense qu'une de ses œuvres irait parfaitement dans ton appartement, Gérald. Il faut que je vois. Tu es venu dans l'appartement en plus, hein, je me Oui, souviens. oui, bien sûr, Mais, ouais, du coup, il faut que bah, je suis preneur il faudra que tu m'envoies ça, avec plaisir. avec plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup Gérald, c'était, très enrichissant. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager ou à dire? Non, non, c'était un plaisir, d'échanger avec toi, là-dessus, sur ces différents sujets, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'initiative aussi de faire ce podcast-là. Bravo pour ta création de contenu parce que bon, je te le dis Merci, souvent en off, mais du coup, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ça fonctionne bien et en plus, en ce moment, ça cartonne donc tant mieux et non, non, c'était vraiment un plaisir et bravo. merci. Du coup, prochain rendez-vous à la Dance Machine, Gérald. Exactement, le Dance Machine à Bordeaux sera sur les quais à Bordeaux, vous allez voir. Si vous croisez Mehdi au Dance Machine, vous ne le reconnaîtrez pas, je vous garde Il sera à côté de Chuck Norris. exactement. Merci Gérald et puis, Mais merci à nos chers auditeurs, et puis à très vite. à très vite.